Il est à peu près 23 heures dans une paisible ville américaine. Pourtant, des cris stridents se font entendre durant plusieurs heures, mais visiblement, aucune personne du voisinage ne pense que cela nécessite d'appeler la police. Quelques heures plus tard, 2 couteaux, une empreinte de pas et un cadavre sévèrement mutilé, voici la scène qui se trouve sous les yeux des policiers. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils viennent de se lancer dans une affaire dont l'histoire qui se cache derrière est absolument terrifiante et surtout révoltante. Aux États-Unis, lorsque l'on pense à l'État de l'Oregon, la première image qui nous vient en tête, c'est un castor. D'ailleurs, c'est le surnom qui lui est donné, l'État du castor. Il faut dire que l'animal s'y sent bien avec les immenses étendues de forêts humides de la région. Mais attention, même si on a souvent en tête ce paysage verdoyant, il y a aussi un désert dans le coin. Alors comment passe-t-on d'une forêt à un désert? Tout simplement avec une chaîne de montagnes qui sépare les deux et qui crée 2 climats différents de chaque côté. Voilà pour ce cours approximatif de géographie. Comme on se situe aux États-Unis, même si la région est toute verte, il y a forcément une ville au milieu pour polluer un peu, et cette ville, c'est Portland. Alors je suis mauvaise langue en disant que la ville est toxique, parce qu'en réalité, c'est l'une des rares communes américaines à se soucier un peu de l'environnement. Cependant, elle conserve les caractéristiques d'une métropole avec ses 650 000 habitants. Cela grouille d'activités à Portland. C'est également le bassin d'emploi de la région, mais évidemment, il y a une contrepartie à tous ces avantages, qui est une insécurité plus forte en comparaison avec des coins moins denses en population. C'est cette raison qui pousse les travailleurs du secteur, dès qu'ils en ont l'opportunité, à se loger dans des communes satellites de la ville majeure de l'Oregon. Parmi ces communes, il y a celle de Gresham. C'est principalement la classe moyenne qui occupe les quartiers résidentiels. Gresham cumule de très nombreux avantages. Le coût du logement est moindre, la vie est calme et paisible, Portland reste à proximité pour les activités, et bien sûr, la criminalité est quasiment absente. En juin 2016, la fin de semaine approche, il est presque 3 heures du matin, il reste une journée avant de profiter de 2 jours de repos bien mérités, mais à 2h59, le commissariat de la ville reçoit cet appel. 911, how can I help you? Okay. Okay. Where is this person at now? No. Okay. I'm getting lots of help heading in that direction, okay? Can you tell me what your name is? La femme en détresse, à l'autre bout de la ligne, c'est Anastasia Esther, une jeune femme de 34 ans. Elle explique à son interlocutrice qu'elle vient d'être poignardée. On lui demande alors si son assaillant est encore dans la maison avec elle. Anastasia répond que non. La voix de cette femme montre à quel point elle est choquée de ce qui vient de se produire. Elle souffre, c'est évident. L'agent à l'autre bout du téléphone demande à quel endroit la jeune femme vient d'être poignardée et la réponse fait froid dans le dos. Where did he stab you? La situation est extrêmement grave. Maintenant que l'adresse d'Anastasia est connue, des secours sont aussitôt envoyés. Mais il faut être très rapide. La voix de la victime s'éteint au gré des minutes qui s'écoulent. Les ambulanciers sont réactifs. En seulement 6 minutes, ils atteignent le domicile d'Anastasia. Miracle, elle est encore en vie. En revanche, aucun des secouristes n'avait encore assisté à une telle attaque. Pour entrer dans la maison, ils ont dû prendre leur courage à 2 mains. Du sang recouvre le sol et les murs. C'est un véritable carnage. Et Anastasia est dans un état catastrophique. La jeune femme est recouverte de blessures liées à des coups de couteau. Il y en a tant qu'il est impossible de les compter. Les entailles ont une profondeur variant de 1 à 20 cm. Les endroits où se trouvent les lacérations laissent penser que quasiment tous les organes vitaux ont été touchés. En un clin d'œil, il est facile de conclure que son pronostic vital est fortement engagé. La seule chance pour qu'Anastasia survive, c'est de la conduire immédiatement à l'hôpital pour une intervention chirurgicale express. C'est là qu'on se rend compte alors de la difficulté du métier d'ambulancier. Plus la victime est blessée, plus il faut aller vite, mais plus il est difficile de la transporter également. Et la moindre erreur coûtera une vie humaine. C'est une responsabilité inouïe. Les secouristes remplissent leur mission avec brio. Anastasia arrive en vie à l'hôpital. Elle est prise en charge aussitôt. Les médecins dénombrent 60 coups de couteau. C'est phénoménal et personne ne sait si la jeune femme s'en sortira. Pendant ce temps, la police est arrivée sur le lieu de l'attaque pour comprendre les événements et tenter d'arrêter l'assaillant.
Les enquêteurs apprennent que 60 coups de poignard ont été infligés à la victime, signifiant donc certainement qu'il y a un lien personnel entre l'agresseur et la victime. Anastasia connaît donc sûrement celui qui lui a fait subir ce moment horrible. En examinant les lieux, les policiers commencent à s'inquiéter. Il y a des jouets dans ce logement. Or, qui dit jouet, dit enfant, mais personne n'a vu de petite fille. Puisqu'il semble que ce soit une fillette qui vive avec Anastasia, les secouristes confirment que la jeune femme était seule. Et là, cela change la donne dans le cadre de cette enquête pour tentative de meurtre. Il se pourrait bien que vienne se greffer le motif d'enlèvement. Et si c'est bien le cas, le temps presse. Il faut réunir le maximum d'éléments le plus vite possible et reconstruire le puzzle pour bien saisir les enjeux et suivre la bonne piste. Anastasia Holmes est née le 26 octobre 1981. Sa vie de famille n'a pas été des plus classiques, avec des parents qui se sont séparés rapidement après sa venue au monde et un père décédé alors qu'elle était encore adolescente. C'est donc auprès de sa mère, son frère et son beau-père qu'elle grandit. Elle va au lycée, puis à l'université, mais sa grande passion, ce sont les jeux de société ainsi que les jeux de rôle. Elle est une fan absolue des cartes Magic, qui ont réellement fait fureur dans les années 90. C'est ce qui conduit la jeune femme à rencontrer un autre mordu de ce type de jeu en 2006, Matthew Hester. Lui aussi n'a qu'une hâte lorsqu'il termine ses heures de travail, rentrer pour jouer aux cartes Magic ou encore aux jeux vidéo qui ont souvent le même thème, celui du fantastique. Après 2 ans de relation et de passion, le couple décide qu'il est temps de franchir une nouvelle étape dans sa vie. L'amour est présent, ils s'amusent ensemble, alors pour eux, il est évident qu'ils vont poursuivre ainsi jusqu'à leur dernier souffle. Par conséquent, le mariage devient une évidence. 3 ans plus tard, tout continue de se passer à merveille, et un enfant voit le jour suite à l'union d'Anastasia et Matthew. C'est la petite Alice. La jeune femme rêve d'une vie de mère au foyer aux côtés de sa fille, pour l'éduquer du mieux qu'elle peut et lui déverser autant d'amour qu'elle en aura. Sauf que la naissance d'un enfant est un événement qui peut être un point de bascule dans la vie d'un couple. La relation entre Anastasia et Matthew se dégrade. La proximité, autrefois très forte entre les deux amoureux, s'effrite. Un éloignement se crée et le couple lutte pour maintenir le mariage à flot. Pour sauver les meubles, il est envisagé que le couple serait à présent un couple libre. Le mariage se maintient, mais d'autres partenaires sexuels pourraient entrer dans la vie des deux parents. La seule condition pour que cela se produise, c'est que chacun informe l'autre lorsqu'il rencontre une nouvelle personne, et qu'il n'y ait donc pas de secret. En théorie, cette approche est censée sauver le mariage. Dans les faits, c'est ce qui conduit à éteindre la dernière flamme définitivement. L'un d'eux n'a pas joué le jeu et a dissimulé les relations qu'il a eues. C'est Matthew qui a péché, et cela met Anastasia hors d'elle au point d'entamer une procédure de divorce, ou en tout cas prendre conseil avant d'agir. En 2012, c'est officiellement terminé entre Anastasia et Matthew. Le prononcé du divorce est effectué après 4 années de mariage. Cela signifie que la jeune femme, qui a obtenu la garde de l'enfant, doit subvenir aux besoins du foyer, un rôle rempli par Matthew auparavant. C'est ainsi qu'elle décroche un emploi dans un centre d'appel téléphonique situé à Portland. Ce travail est alimentaire, il ne rémunère pas bien d'ailleurs, mais il faut bien payer le loyer du petit 2 pièces dans lequel vivent Anastasia et sa fille Alice. D'autant plus que le père n'aide quasiment pas financièrement, malgré une pension alimentaire dont il doit s'acquitter chaque mois. Il a également beaucoup de mal à joindre les deux bouts, déjà parce qu'il est resté dans la maison de l'ancien couple et assume seul le loyer à présent, et ensuite, il perd régulièrement les emplois qu'il réussit à obtenir. Autrement dit, Anastasia ne peut compter que sur elle-même pour s'assurer que sa fille ait un toit au-dessus de la tête. Matthew, pour s'en sortir, décide de créer une colocation dans son logement. C'est comme ça qu'Angela McCrow débarque dans la maison. Elle aurait dû être une colocataire, c'est comme ça qu'elle est décrite à Anastasia, mais après un mois à vivre ensemble, Matthew et Angela sont en couple. En 2014, ils deviennent même mari et femme pour leur plus grand bonheur. On pourrait croire qu'Angela aurait du mal à digérer la nouvelle, en réalité pas du tout, parce que l'attitude du père envers Alice change drastiquement. Il devient de plus en plus attentionné, là où auparavant il ne remplissait son rôle de père qu'au strict minimum. Oui, mais voilà, 2 ans plus tard, en 2016, Anastasia vient d'être brutalement attaquée dans son propre appartement, et la voici à l'hôpital, entre la vie et la mort. Les policiers sur place étudient le moindre centimètre carré. Ils découvrent que la jeune femme de 34 ans ne vit pas seule ici, puisque sa fille Alice est sous sa garde, mais il n'y a aucune trace de l'enfant. Des recherches pour retrouver la fillette sont lancées. Les inspecteurs de la police de Gresham n'ont pas le temps de respirer.
30 minutes seulement après leur arrivée, ils reçoivent un coup de téléphone qui change la nature de l'enquête. Anastasia vient de mourir entre les murs de l'hôpital. Les médecins n'ont rien pu faire et c'est donc un homicide qu'ils doivent résoudre à présent. En arrivant sur son brancard, en réalité, la jeune maman n'avait aucune chance d'être sauvée. Ses poumons étaient perforés à plusieurs reprises, tout comme son foie ou son estomac. Son sang s'est écoulé par litres, et c'est déjà un miracle qu'elle ait réussi à téléphoner et survivre jusqu'à l'hôpital. Résoudre le meurtre est un objectif, mais la priorité est de localiser la petite Alice. S'il y a eu un enlèvement, c'est l'enfant qu'il faut chercher d'abord. Il est peut-être possible de lui sauver la vie. Anastasia Esther vient d'être brutalement assassinée de 60 coups de couteau dans son propre appartement. Sa fille Alice n'est pas dans le logement et la police enquête en priorité pour savoir où pourrait bien se trouver la fillette. Les enquêteurs découvrent qu'Alice a un père biologique du nom de Matthew Esther. Il est donc contacté immédiatement pour savoir s'il dispose d'informations à propos de l'enfant disparu. Et il en a. En fait, Matthew sait même où est Alice, puisqu'elle est chez lui. La garde est partagée et il était prévu qu'il récupère sa fille à l'école la veille, ce qu'il a fait. Le père habite à une dizaine de kilomètres de l'endroit où vit Anastasia. Les policiers se préparent donc à lui rendre visite. Déjà pour s'assurer qu'Alice est bien là-bas, mais aussi pour questionner Matthew. L'homme indique aux inspecteurs par téléphone qu'il ne sait rien à propos de l'attaque de cette nuit, et il dit qu'il se met à la disposition des forces de l'ordre pour répondre à toutes leurs questions. Matthew est l'ex-époux d'Anastasia. Dans les affaires de meurtre, la grande majorité des crimes sont commis par des proches. Alors, automatiquement, ceux-ci sont des suspects pour les policiers, et Matthew Esther ne fait pas exception. En attendant de l'interroger, les policiers continuent d'inspecter le lieu du crime afin de reconstituer le déroulé des événements. C'est alors qu'à l'extérieur de l'appartement d'Anastasia, les inspecteurs découvrent que le climatiseur a été retiré. Il pend encore accroché à son câble. Juste à côté, il y a un parpaing qui semble avoir été placé ici. Les agents supposent donc que le tueur est passé par cet endroit pour atteindre l'intérieur du logement. Le sang de la victime se trouve uniquement dans le séjour qui sert aussi de chambre à Anastasia. C'est là que se trouve son lit et c'est aussi à cet endroit que la majorité des projections de sang se situent. Les éclaboussures en disent long d'ailleurs, puisque d'après les experts scientifiques de la police criminelle, il est fort probable qu'Anastasia était allongée dans son lit au moment où les coups de poignard ont été assénés. Il se peut donc qu'elle dormait profondément à cet instant. Le meurtrier est entré discrètement par la fenêtre, grâce au parpaing, puis a lancé l'attaque. En tout cas, les premiers coups, parce que le sang laisse suggérer que la jeune femme a tenté de s'enfuir vers la porte d'entrée, se trouvant tout proche du lit. À ce niveau, les policiers découvrent une seconde zone d'attaque. Ils en sont persuadés grâce à la quantité de sang, plus forte à deux endroits, le lit est proche de la porte d'entrée. Au sol, 3 armes du crime potentielles sont récupérées par les forces de l'ordre. Il y a 2 couteaux de cuisine qui semblent appartenir à Anastasia et un couteau à cran d'arrêt. Concernant les couteaux de cuisine, il est rapidement confirmé qu'ils appartiennent à la victime, puisqu'ils proviennent d'un bloc posé dans la cuisine. Les couteaux sont recouverts de sang. C'est un bon signe pour la résolution de l'enquête, parce que poignarder une personne, pour la tuer, cela demande de la force. Le corps humain reste résistant. Par conséquent, souvent, des tueurs se blessent avec les couteaux qu'ils utilisent. Il est donc possible que l'assassin se soit coupé aussi, et que son ADN soit présent sur l'une de ses lames. En plus de l'empreinte génétique, il se pourrait que le tueur ait fait preuve de négligence, et qu'une empreinte digitale lui appartenant se trouve sur l'un des couteaux. C'est déjà très bien d'avoir récolté tous ces éléments, qui plus est en si peu de temps. Pourtant, il y a mieux encore, puisqu'une empreinte de pas dans le sang frais de la victime est observée proche de la porte d'entrée. Et les enquêteurs sont tout de suite persuadés que cette empreinte de pas appartient au tueur, tout simplement parce qu'Anastasia est pieds nus, ce qui est logique dans le déroulé des faits si l'on part du principe qu'elle dormait au moment de l'agression. Il y a de nombreux éléments matériels, mais il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, et les inspecteurs parcourent la rue frappant à chaque porte afin de recueillir le témoignage des voisins. Au départ, ils n'ont pas grand espoir de réussir à dénicher des témoins directs. La victime a téléphoné à quasiment 3h du matin. Tout le monde dort à point fermé à ce moment. Sauf qu'étonnamment, il y a des témoins, et les policiers n'en reviennent pas de ce qui leur est rapporté. Les témoins racontent que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne alors qu'il suffit de cliquer juste ici pour avoir plein d'autres histoires criminelles.
Bon, en vérité, il y a bien des témoignages, et les voisins racontent qu'ils ont entendu les cris d'une femme à environ 23h15, et aucun d'entre eux n'a cru bon de téléphoner au 911. La seule personne à l'avoir fait, c'est Anastasia, lorsqu'il était trop tard. Ces dires laissent un goût amer aux policiers. Si les voisins avaient été un minimum plus réactifs, ils auraient pu sauver la vie de la jeune femme. Il y a un autre point qui donne froid dans le dos des enquêteurs. Au téléphone, Anastasia a indiqué à son interlocutrice que son agresseur venait de partir. Entre les cris entendus à 23h15 et le coup de téléphone de la victime, il y a près de 4 heures qui se sont écoulées. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet appartement? Les inspecteurs de la police de Gersham cherchent désormais d'éventuelles caméras de surveillance qui auraient enregistré des mouvements dans le quartier. Il n'y en a pas beaucoup, mais par chance, un dispositif de vidéosurveillance se trouve à l'entrée du complexe d'appartements d'Anastasia. Matthew Hester ainsi que sa femme, Angela McCaw, sont amenés au poste de police pour clarifier la situation ou éclairer les enquêteurs dans leur investigation. Ils sont interrogés séparément, ils répondent tous les deux sans hésiter aux questions des agents. Matthew dit que le soir du meurtre, il était devant la télévision avec les enfants d'Angela et sa fille Alice. Vers 22h, ils ont couché tout le monde. Puis il est aussi allé au lit avec sa femme, et durant ce laps de temps, personne n'a tenté de le joindre. Les enquêteurs posent ensuite des questions sur la relation que le jeune homme entretient avec son ex-femme. Ils détaillent que tous les deux se cantonnent à partager la garde d'Alice. Ils ne se parlent pas vraiment, si ce n'est pour organiser les moments où Alice doit se rendre chez l'un ou l'autre de ses parents. A priori, il n'y a rien qui incrimine Matthew. Alors les inspecteurs essayent d'en savoir plus sur la jeune femme. Son ex-mari ne peut pas réellement détailler ce qu'elle faisait de sa vie. En revanche, il sait qu'elle avait intégré la communauté des pirates. L'ancien couple a encore des amis en commun. C'est de cette manière que Matthew le sait. La communauté des pirates, ce sont des gens qui se réunissent pour agir comme s'ils étaient de vrais pirates, le temps d'une après-midi ou d'une journée. Ils s'habillent comme des pirates, parlent comme des pirates et agissent comme des pirates. C'est le monde du jeu de rôle où on joue un rôle, souvent par fascination pour un univers. C'est une bonne information. Les policiers tentent donc de savoir si parmi cette communauté, Anastasia aurait pu rencontrer une personne et développer une histoire amoureuse. Son ex-époux explique qu'il sait qu'il y avait une histoire polyamoureuse entre Anastasia, un autre homme et une autre femme, mais il est incapable de transmettre les noms. Les policiers imaginent que cela pourrait faire partie du jeu de rôle. Dans la piraterie, cela pourrait tout à fait avoir lieu. Il faut comprendre. Ça tombe bien, l'enquête continue de progresser. Juste après l'interrogatoire de Matthew et Angela, dont les versions concordent, les policiers obtiennent les bandes de vidéosurveillance filmant la rue au moment du meurtre et découvrent un véhicule suspect. Il s'agit d'un SUV de la marque Mazda. Il a fait un aller-retour depuis le domicile de la victime, ce qui est très incriminant. Mais cette voiture, les policiers l'ont déjà vue. Il y a quelques secondes de cela seulement. Elle est même garée sur leur parking. C'est la voiture de Matthew et Angela. Les enquêteurs retournent aussitôt en salle d'interrogatoire. Ils demandent à Matthew pourquoi sa voiture se trouve sur le lieu d'un crime. Le jeune homme répond qu'il ne sait pas. Ils insistent et veulent savoir qui se trouvait à l'intérieur. Mais l'ex-époux, désormais suspect, ne bronche pas et réplique qu'il n'en a aucune idée. Pourtant, il y a bien eu quelqu'un dans cette voiture et les inspecteurs de la police de Gersham veulent savoir. L'enquête des policiers concernant le meurtre atroce d'Anastasia Hester avance à grandes enjambées. Les indices tombent de partout et le premier suspect pour ce massacre se tient déjà dans les locaux des forces de l'ordre. Il s'agit de Matthew Hester, l'ex-époux de la victime. S'il est suspecté, c'est parce qu'une voiture du même modèle que la sienne a été aperçue sur le lieu du crime. Des caméras de surveillance l'ont filmé. Le problème, c'est que Matthew est incapable de dire qui se trouvait à l'intérieur du SUV Mazda. En plus, sur les images, il est impossible de lire la plaque d'immatriculation ou même de reconnaître la personne au volant. La coïncidence est trop grande pour les policiers. Seulement, ils n'ont rien pour affirmer que l'homme conduisait la voiture ou même qu'il s'agit du même véhicule. Matthew finit par comprendre que les policiers ne sont pas capables de le relier à ce fameux véhicule. Et ils auraient dû mieux préparer leur seconde salve de questions, parce que le suspect indique désormais qu'il ne s'est pas réveillé de la nuit. Il ne peut pas garantir que sa voiture était chez lui pour cette raison, et c'est aussi pour ça qu'il ne nie pas qu'il s'agisse de son SUV. C'est tiré par les cheveux. Les policiers sentent bien qu'ils se sont fait piéger sur ce coup, mais ils sont persuadés de son implication. Les enquêteurs sont coincés avec Matthew. Alors il se tourne vers sa femme Angela, en espérant qu'elle fera une erreur.
Elle admet que l'ambiance était un peu tendue entre Matthew et son ex-femme. Une procédure était même en cours parce qu'elle restreignait la capacité du père à entrer en contact avec sa fille. Il n'était plus autorisé à téléphoner à la maison, ne pouvait voir sa fille que sous de strictes conditions et plusieurs contraintes qui agaçaient le père. Autrement, s'agissant de la voiture, Angela tient le même discours que son mari. Elle va même plus loin en affirmant que ce n'est pas leur voiture sur la vidéo. Les enquêteurs se concentrent alors sur l'emploi du temps de la femme. Elle explique qu'à 3h du matin, elle a sorti les chiens. Elle s'est sentie mal à ce moment. Malade, elle s'est même vomi dessus. C'est alors que Matthew s'est réveillé, il l'a aidé à prendre une douche pour la nettoyer, puis l'a amenée au lit à nouveau. C'est intéressant ce que raconte Angela, parce que cet événement survenu en pleine nuit, Matthew n'en a pas parlé lors de sa déclaration aux inspecteurs. Il a clamé haut et fort qu'il a dormi toute la nuit. Pourquoi ne pas l'avoir expliqué aux agents comme l'a fait Angela ? Eh bien, ces derniers pensent que c'est parce que le couple ment. Il y a une divergence dans les déclarations et c'est peut-être la faille dans laquelle ils vont pouvoir s'engouffrer. Sauf que légalement, malgré leur intime conviction, les enquêteurs ne sont plus en capacité de retenir ni Angela ni Matthew, qui sont donc tous les deux libérés. La contradiction dans les versions des événements de la nuit et la vidéosurveillance de trop mauvaise qualité ne permettent pas de les placer en état d'arrestation. En attendant d'obtenir d'autres indices concernant l'implication d'Angela et Matthew, les policiers étudient tout de même la piste de la communauté des pirates, parce qu'il ne faut rien négliger dans une enquête pour meurtre. Grâce aux numéros présents sur les relevés téléphoniques d'Anastasia, les policiers remontent jusqu'à l'homme et la femme qui formaient le trio polyamoureux avec la victime. L'homme et la femme expliquent qu'ils s'entendaient bien avec Anastasia et que sa mort les a dévastés parce qu'ils avaient l'intention de vivre de cette façon jusqu'à la fin de leur jour. Les forces de l'ordre, quant à elles, se demandent si ce trio n'aurait pas éclaté finalement, au point de créer une jalousie chez l'un des partenaires. Cependant, les doutes des enquêteurs sont rapidement levés lorsqu'un alibi très solide est mis sur la table par le couple. Le jeune homme se faisait opérer du genou le jour du meurtre et il se trouvait en compagnie de sa femme à l'hôpital durant la nuit. Les policiers demandent s'ils ont une idée de qui aurait pu commettre ce crime et deux noms ressortent, Matthew et Angela Esther. Pourtant, les inspecteurs n'ont pas parlé de ces deux personnes. Mais le couple raconte que quelques mois avant le meurtre d'Anastasia, il y avait une procédure en lien avec la garde d'Alice et elle a été dure à vivre pour le père et ex-époux. Mais aussi pour Anastasia, parce qu'en réalité, la procédure lancée par Matthew visait à récupérer la totalité de la garde de la petite fille en discréditant le rôle de mère de son ex-femme. D'après le père, elle serait indigne dans l'éducation d'Alice qui serait maltraitée. Le juge n'a bien sûr pas bu les paroles de l'homme, il a demandé une vérification par une assistante sociale qui est impartiale. En se rendant chez Anastasia, elle remarque bien que les propos du père ne sont pas rationnels. La jeune maman de 34 ans a sacrifié son espace personnel au bénéfice de sa fille. Dans le petit 2 pièces, la seule chambre est pour Alice, ainsi que tous ses jouets. Anastasia se contente du salon dans lequel se trouve son lit. Elle travaille d'arrache-pied pour payer le loyer et tout ce dont a besoin sa fille. De l'autre côté, ceux qui l'accusent sont totalement désordonnés. La maison dans laquelle ils vivent est un bazar sans nom, rien n'est rangé et tout est négligé. La négligence, c'est bien l'élément rédhibitoire quand une garde d'enfants est en jeu, d'autant plus qu'aucun membre du couple ne travaille, il n'y a aucun sérieux du côté paternel. Le pire étant que l'argent provient de prestations sociales versées par l'État américain pour compenser les handicaps de chacun des 3 enfants d'Angela vivant avec eux. Il n'y a donc aucun effort de leur part. Ce couple vit au crochet de l'État grâce aux problèmes de leurs enfants. Moins d'1 mois avant le meurtre d'Anastasia, le juge a confirmé la garde totale d'Alice à sa mère. Mais en plus, il a ordonné le paiement d'arriérés de pension de la part de Matthew à son ex-épouse. À ce moment, le jeune homme doit débourser 29 000 $ pour les frais d'avocat auxquels s'ajoutent 13 000 $ d'arriérés de pension, alors que les prestations de sécurité sociale qu'il touche ne s'élèvent qu'à 1 500 $ par mois. Voici un mobile tout à fait crédible pour le meurtre de la pauvre Anastasia. Ce n'est pas tout. À peine moins d'1 semaine après le décès de la jeune femme, les policiers reçoivent un coup de téléphone qui les interpelle. C'est un directeur d'assurance à l'autre bout de la ligne. Il indique que Matthew Esther est en train de se renseigner afin de bénéficier de l'assurance vie d'Anastasia pour un montant de 100 000 $. Une assurance vie entre dans l'équation, et voici un second mobile pour justifier l'assassinat de la jeune maman par son ex-époux. Sauf qu'il y a un problème, il est impossible de relier directement les 2 suspects au meurtre. Alors, comment faire ?
Le meurtre d'Anastasia Esther n'est toujours pas résolu. Pourtant, les policiers sentent que leur traque du tueur est à deux doigts d'aboutir. Ils sont certains que Matthew Esther est l'assassin. S'il est allé aussi loin, c'est par haine envers son ex-femme, mais surtout par avidité. Sauf que les enquêteurs ne disposent d'aucun élément leur permettant de passer les menottes à l'un des membres du couple suspecté dans ce crime. Mais le 22 juin, 12 jours après le meurtre, les experts de la police scientifique reviennent vers les inspecteurs avec un élément intéressant. La semelle de la chaussure qui a laissé l'empreinte de pas ensanglantés dans l'appartement de la victime est une taille 42 de la marque Airwalk. Grâce à cette information, les agents contactent le fabricant qui leur indique que la semelle est bien une chaussure de chez eux. Le modèle précis est la botte Airwalk Mira pour femmes. Les enquêteurs contrôlent alors la liste des magasins fournissant un tel modèle, et il n'y en a qu'un seul dans le comté qui s'appelle Payless Shoe Store. La police ne pouvait pas rêver mieux. Les inspecteurs se rendent au magasin et épluchent le détail des ventes des derniers mois pour relever chaque achat de bottes Airwalk Mira en taille 42. Le 8 novembre, ce modèle a été vendu dans la taille correspondante. La personne a payé par carte de crédit. La transaction est relevée et les policiers contactent la banque concernée cette fois-ci. La carte de crédit ayant permis cette transaction est celle d'Angela Esther. Cela rebat les cartes, parce que les enquêteurs étaient persuadés que Matthew était le tueur. Mais a priori, cette révélation place Angela directement dans l'appartement au moment du crime. Et si c'était elle la meurtrière? Et si c'était sa déposition qui était mensongère? Tous les regards portent sur elle à présent. Le passé d'Angela est donc fouillé pour bien comprendre à qui les policiers ont affaire. La jeune femme a déjà connu 2 divorces. Son premier mariage n'a pas tenu malgré une petite fille issue de cette union. Le second mariage avec Aaron McCraw, dont elle fait la rencontre en 2006, était déjà plus stable. 2 petits garçons sont nés, seulement Angela agit de plus en plus étrangement. En 2012, elle est persuadée que tous ses enfants sont atteints de troubles mentaux. Elle se rend chez des médecins en racontant les agissements des enfants à la maison, sans leur laisser la parole, pour demander ensuite des prescriptions médicales afin de soigner ces soi-disant troubles. Les diagnostics sont uniquement basés sur les paroles de la mère. Autisme, bipolarité, troubles obsessionnels compulsifs, tout y passe. Aaron pense qu'Angela est en plein délire, et ne parvenant pas à la raisonner, il demande le divorce pour éviter à ses enfants d'être empoisonnés par des médicaments dont ils n'ont pas besoin. Malgré tout, elle obtient la garde de ses enfants. Elle réitère avec une fillette qui n'est pas la sienne. Elle affirme qu'Alice, la fille d'Anastasia, est bipolaire et qu'elle doit suivre un traitement. Comme précédemment, elle se rend chez les médecins pour obtenir ces médicaments. Mais Anastasia ne se laisse pas faire et empêche Angela de donner quoi que ce soit à sa fille pour la protéger. Anastasia va même plus loin et suspecte Angela de forcer ses diagnostics pour une seule raison: recevoir les aides sociales liées aux handicaps mentaux des enfants. Alice aurait donc été une ressource supplémentaire pour le couple que forment Angela et Matthew. Voici qui aurait pu motiver Angela à passer à l'acte, l'argent encore une fois. Tous ces éléments sont pris en compte, mais rien ne permet d'impliquer qui que ce soit dans le meurtre, pas même l'empreinte de chaussure dans le sang. Ce qui va être déterminant, c'est donc l'ADN. Toutes les preuves récoltées sur le lieu du crime ont été envoyées au laboratoire de la police criminelle. Sauf qu'à cette période, la méthode permettant d'examiner les empreintes génétiques change, et elle prend du temps à rendre les résultats. Il faut attendre plus d'1 an, en août 2017, pour obtenir les résultats et, s'ils ne sont pas concluants, l'enquête prendra certainement fin, malgré l'intime conviction des policiers. Les résultats sont lus et c'est une petite surprise. Sur les couteaux, il y a bien 2 ADN qui sont découverts. Celui d'Anastasia évidemment, mais aussi celui d'Angela. C'est elle qui est responsable du meurtre de la jeune maman de 34 ans. Le 4 octobre 2017, la police se rend donc au domicile du couple suspecté afin de placer chacun en état d'arrestation. Angela se rend docilement, mais ce n'est pas le cas de Matthew, qui est arrêté de force. Le résultat est le même, tout le monde finit en garde à vue. La stratégie des policiers est de faire craquer Angela en premier. Simplement, la jeune femme est en sanglots. Elle n'écoute rien de ce qui lui est dit et pleure sans même regarder ses interlocuteurs. Pour l'instant, l'émotion l'empêche de parler. Alors, c'est Matthew qui est cuisiné et 1 an plus tard, sa version change. D'après lui, Angela a toujours parlé d'assassiner Anastasia, après qui elle en avait énormément. Mais il n'a jamais pensé qu'elle passerait à l'acte, sauf qu'un soir, elle est revenue totalement recouverte de sang. Il l'a alors aidé à se laver, lui a fait prendre une douche, mais n'a jamais demandé ce qu'il s'était passé. Matthew reconnaît que sa femme a sûrement tué Anastasia. Ce témoignage est très incriminant pour Angela, mais les policiers ont du mal à croire que Matthew ne soit pas du tout impliqué.
Il a téléphoné pour l'assurance vie, s'était retrouvé dans une procédure juridique, il n'est pas blanc comme neige. Il faut encore travailler pour réussir à l'inculper. Alors, les enquêteurs demandent un mandat afin de suivre les données Google du couple et notamment les déplacements GPS grâce à la localisation. Le couple est très routinier. Ce sont les mêmes trajets qui sont empruntés la plupart du temps, sauf à un moment. Il y a un chemin qui est pris en direction de la forêt nationale du Mont Hood, qui sort de l'ordinaire. Il y a un simple aller-retour entre cette forêt et le domicile du suspect. C'est étrange et la police est bien décidée à fouiller cet endroit mystérieux. Des équipes sont déployées autour de la localisation GPS dans la forêt. C'est l'hiver et il fait froid, mais tout le monde est à l'œuvre. Après de longs efforts, une botte coincée dans la végétation est découverte. Cette botte est de la marque Airwalk, le modèle, une Mira de la taille 42, et la semelle correspond parfaitement à la trace de pas ensanglanté examinée sur le lieu du crime. Les ordinateurs de la famille sont aussi saisis. Les recherches internet d'Angela et Matthew sont incriminantes. Il y a clairement la volonté d'apprendre comment ôter une vie d'une personne. Ils ont essayé de trouver comment fabriquer du chloroforme et une arme à feu artisanale. Les recherches de Matthew sur internet tournent beaucoup autour de l'argent qu'il est possible de récupérer d'une assurance vie après le décès du bénéficiaire. Grâce à ces éléments, les autorités peuvent inculper l'ex-époux d'Anastasia pour complicité dans ce meurtre horrible. Angela, quant à elle, ne fera pas d'aveu. C'est à la police de reconstituer les événements de cette nuit tragique et ils font froid dans le dos. Dans la nuit du 9 juin, Angela quitte sa maison vers 22h30. Elle conduit directement jusque chez Anastasia à Gresham. Une fois au complexe d'appartements, elle saisit le parpaing, retire la climatisation puis entre par la chambre d'Alice dont elle sait qu'elle n'est pas là. Angela entre dans le salon discrètement où dort Anastasia. Grâce au couteau à cran d'arrêt, elle poignarde la jeune femme. Simplement, cette lame est suffisante pour empêcher Anastasia de réagir et de se débattre, mais pas pour la tuer. Entre 23h15 et presque 3h du matin, la jeune maman de 34 ans est torturée dans son appartement, ce qui explique les cris entendus par les voisins qui n'ont pourtant pas appelé les urgences. Angela a jeté le petit couteau à côté du lit pour récupérer 2 couteaux de cuisine. Anastasia a tenté de s'échapper, mais Angela est revenue pour la poignarder, ce qui explique le deuxième endroit avec une énorme tache de sang. Angela a fait durer le calvaire de sa victime en la poignardant plus ou moins profondément, en lui lacérant la peau pour la faire souffrir avec une haine incroyable. Elle aurait pu décider de l'assassiner directement dans son sommeil, mais a véritablement voulu lui faire le plus de mal possible. Une fois la mère décédée, elle pensait pouvoir récupérer la garde de la petite Alice ainsi que les indemnités en lui déclarant un handicap mental, comme ce qu'elle a fait auparavant avec ses propres enfants. Angela a cru qu'Anastasia était décédée au moment de partir. La femme s'est peut-être évanouie ou a feinté sa mort parce qu'elle ne l'était pas et a résisté vaillamment jusqu'à l'arrivée des secours. Malheureusement, les blessures étaient trop graves. Durant son procès, Angela Esther plaide coupable. Elle est donc condamnée à une peine d'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Matthew Esther, pour sa participation, est condamné à 56 mois de prison. Voici pour cette terrible affaire américaine. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez BOT en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.